hier, nous avons eu des interventions de professionnels, de familles. On va continuer comme ça. Et on va commencer par parler des évaluations. Quand on parle d'apprentissage, il faut bien savoir d'où on part et vers où on souhaite aller, en tout cas. Et donc, s'agissant d'enfants, donc on va voir comment on peut adapter les évaluations à la particularité, à la spécificité de la personne polyhandicapée. Et pour cela, j'appelle Lorraine Guénaud, qui est orthophoniste à l'EAP Les Mésanges à Chambéry, et qui va nous parler de l'évaluation comme prérequis, où en est la personne. Bonjour à tous. Faut que je m'approche. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Lorraine. Je suis orthophoniste. Donc, je travaille au CME Les Mésanges à la Motte-Servolex, donc près de Chambéry. Donc, le CME accueille 50 jeunes en situation de pluri- et polyhandicap âgés de 2 à 25 ans. Nous allons aborder donc le thème de l'évaluation, sujet important donc, dans l'accompagnement des personnes en situation de polyhandicap. Je tiens à préciser que cette présentation est un témoignage de pratique. Donc, pour aborder la notion de l'évaluation, nous allons essayer de répondre aux questions. Que pouvons-nous évaluer ou que devons-nous évaluer? Pourquoi? Qui et comment? Donc, que pouvons-nous évaluer? Alors, il y a énormément de domaines qu'il faudrait évaluer, tellement qu'on va avoir besoin d'outils pour nous guider dans notre évaluation. Pourquoi évaluer? Alors, l'évaluation va nous permettre d'identifier les capacités et les besoins de la personne afin de construire des objectifs individualisés. Les objectifs individualisés doivent à la fois porter sur l'adaptation, donc la compensation au niveau de l'environnement et sur l'espace de stimulation. Ces deux domaines sont en interrelation puisque ce qu'on construit pour adapter l'environnement va être directement utilisé dans l'espace d'apprentissage et tout ce qui est travaillé en apprentissage, s'il y a transfert, va avoir un impact du coup sur le quotidien. Donc, on va prendre un exemple. Donc, on va parler de elle, donc une jeune fille qui présente un syndrome de Rett. Donc, au niveau de ses capacités, c'est une jeune qui est très présente dans la relation, qui a une très bonne désignation par le regard et qui a une compréhension, notamment lexicale, très intéressante. Au niveau de ses besoins, comme elle présente le syndrome de Rett, elle ne va pouvoir communiquer qu'en réponse à nos sollicitations par des mimiques de son visage. Donc, au niveau des objectifs individualisés, l'idée est donc de développer les supports et les situations de communication, à la fois donc pour l'adaptation, donc là on est en train de construire un cadre de communication pour qu'elle puisse pointer par le regard, et au niveau des stimulations, donc on travaille donc dans un espace d'apprentissage avec une commande oculaire et des jeux aimantés. L'idée est donc que le cadre de communication qu'on va développer sur le quotidien soit utilisé dans l'espace de travail à la table pour qu'elle puisse choisir le jeu ou l'exercice qu'on va travailler. Et la commande oculaire qui est travaillée dans l'espace de stimulation a pour objectif à terme d'être utilisée dans le quotidien comme outil de communication CAA. Alors, qui évaluer? Eh bien, dans l'idée, tout le monde. Puisque dans le polyhandicap, il y a la combinaison d'un handicap moteur, de troubles sensoriels, cognitifs et de troubles de la communication. Leur intrication est plus complexe qu'une simple somme de handicaps et empêcherait certainement la mobilisation de processus vicariants. Donc la vicariance, c'est le fait d'utiliser un sens par un autre. Par exemple, une personne qui présente une cécité visuelle va utiliser le toucher pour compenser. Donc dans le polyhandicap, c'est des processus qui vont être difficiles à mobiliser. Il est important d'évaluer toutes les personnes en situation de polyhandicap au risque de proposer des activités qui ne sont pas adaptées, voire ne rien proposer du tout. Et donc, il faut aussi travailler sur l'évaluation, puisque l'idée va être de travailler sur l'intentionnalité du geste, l'intentionnalité d'agir, parce qu'on a plusieurs jeunes qui sont dans une posture qui est parfois un peu passive, et l'idée, c'est d'aller travailler cette intention pour que la personne soit dans une posture plus active. Donc, par exemple, la situation de C, qui est un jeune qui présente une tétraparésie spastique avec une cécité visuelle, une asymétrie d'audition.
Pour communiquer, donc, il sourit et vocalise en réaction donc, à l'appel de son prénom ou au bruit. Donc, au niveau de ses capacités, on a pu voir en évaluation que c'est un jeune qui est attentif, qui apprécie les supports sonores et qui est capable d'une ébauche du geste d'atteinte avec sa main gauche. Au niveau de ses besoins, comme il présente une cécité visuelle, il n'a aucun repère visuel, donc on va avoir et un problème d'orientation au son, donc il va falloir travailler avec le son. Et il a une posture qui est plutôt passive. Donc les objectifs qu'on a construits sont à la fois sur l'environnement. Donc au niveau de l'adaptation, l'idée a été de développer des rituels sonores. Donc par exemple, allumer le robinet avant d'aller dans la salle de bain pour qu'il sache ce qui va se passer, ou à la fin des activités, tout ranger dans la boîte pour qu'il ait ce repère de rangement dans une boîte en plastique afin d'identifier que c'est la fin de l'activité. Et par rapport aux stimulations, donc on propose des objets sonores ou vibrants, et l'idée c'est qu'il aille avec sa main les chercher pour qu'il puisse lui-même se stimuler, qu'il soit lui-même acteur de sa stimulation sensorielle, même s'il ne le garde que quelques secondes en main. On va travailler sur le fait que ça puisse être un peu plus long, mais voilà, on va chercher cette posture plus active. Alors, comment évaluer ? Alors, il y a plusieurs méthodes d'évaluation qui existent. Donc, il y a les observations cliniques, les questionnaires et les mises en situation. Au niveau des observations cliniques, c'est vraiment ce qui se passe dans le quotidien de la personne. Ça peut être aussi ce qu'on observe en séance, la communication alternative et le jeu. Donc, voici des exemples de matériel qu'on peut utiliser pour effectuer des observations cliniques de la personne. Je ne vais pas toutes les présenter, mais pour vous en présenter quelques-unes. Donc, par exemple, au niveau de l'imitation, il y a les fiches TEDI qui existent, qui sont des supports qui recensent en fait le matériel qu'on peut utiliser, comment et pourquoi. Par exemple, pour l'imitation, pour l'attention visuelle, l'attention conjointe, elles sont vraiment très bien faites. Au niveau de la communication, on va pouvoir observer toutes les demandes dans le quotidien, et support très important, donc c'est le cahier de vie, puisqu'il va nous permettre, comme évoqué hier par rapport à la fonction narrative, de voir comment la personne raconte, comment elle se représente aussi ce qu'elle va pouvoir raconter, comment elle tourne les pages, comment elle fait le lien entre les mots qu'on emploie. Après, donc, il y a les jeux de cause à effet, donc les applications dans le commerce sur tablette, il y en a plusieurs qui sont intéressantes. Et il y a aussi les jeux à contacteurs, donc là c'est le petit chien sur la photo. Donc des jeux à contacteurs, on appuie sur un bouton et ça actionne, du coup ça active un objet. Pour le coup, ça a vraiment été prouvé scientifiquement que c'est un matériel qui était bien compris dans le polyhandicap, qui était un support qui était adapté pour les apprentissages et notamment pour l'autodétermination, en lien avec les stimulations sensorielles. Après, donc pour le raisonnement, on a un matériel au CME, donc qui s'appelle, on appelle ça nous les boîtes pièges. Donc là j'en ai amené une petite parce que pour le voyage, mais on présente plutôt une grosse. Dans l'idée, c'est qu'on met un matériel que le jeune apprécie dans la boîte, donc qui est transparente comme ça, il voit qu'il peut aller la chercher. Et donc on présente la boîte et on va aller voir quelle stratégie il utilise pour aller récupérer l'objet qui l'intéresse. Donc au départ, on peut présenter juste la boîte ouverte pour qu'il comprenne. Après, on ferme le couvercle et donc on voit s'il a compris qu'il y avait l'objet était dans la boîte. Donc on va voir les stratégies qu'il utilise pour ouvrir la boîte. Et en fait, on va complexifier le support. Donc on va mettre un clapet, 2 clapets. Après, on va prendre des boîtes avec 4 clapets, des boîtes qu'on visse, des boîtes avec des tiroirs. Et donc en fait, on va pouvoir observer les stratégies qu'il utilise pour aller récupérer l'objet, que ce soit en termes d'exploration, de communication. L'idée, c'est qu'il ait une posture qui soit adaptée. Et voilà, c'est des boîtes qu'on trouve dans le commerce, évidemment. L'avantage, donc, du coup, de ces observations cliniques, c'est qu'elles ont du sens puisqu'elles sont dans l'environnement connu du jeune. C'est vraiment son quotidien. Ça part de son vécu. L'inconvénient, du coup, des observations cliniques, c'est qu'on part justement du quotidien qui est souvent suradapté dans le polyhandicap, en lien avec la vulnérabilité et nos préjugés. Et du coup, on peut parfois entretenir ce quotidien qui est un peu toujours identique. Une autre méthode d'évaluation qui existe, donc, ce sont les questionnaires auxquels on va répondre en équipe. Donc, il y a par exemple l'ECP, donc évaluation cognition polyhandicap.
qui est un questionnaire sur les connaissances du jeune, donc à la fois sur l'état habituel, sur les compétences cognitives et sur l'état affectif. Donc on répond à des items de questions comme ici, et on va répondre par notion de fréquence pour obtenir un profil de compétences. Donc voilà, c'est pour un item donné, est-ce que c'est jamais observé, rarement, souvent ou systématiquement. Une autre grille d'évaluation, donc il y a le CHESEP qui a été présenté hier par Madame Crunel, où on va avoir un questionnaire sur les besoins et goûts de la personne afin de construire du coup des supports visuels illustrés. Donc par exemple là, le set de table pour le repas. Et on va avoir aussi une grille d'évaluation des compétences de communication, de la compréhension et de l'expression, avec les émergences et stratégies utilisées par la personne. Les avantages des questionnaires, c'est qu'ils permettent donc un esprit de synthèse de ce qu'on observe dans le quotidien. Ça favorise les discussions en pluridisciplinarité. L'inconvénient, c'est qu'on est toujours sur la perception des accompagnants qui peut parfois être biaisée. Autre méthode qui existe donc pour l'évaluation, donc on a les mises en situation. Pour pratiquer donc ces mises en situation de bilan, il est nécessaire de proposer un cadre qui soit adapté. Donc un environnement calme et en individuel, dans une dynamique de recherche des capacités, comme évoqué hier, la présomption donc, de compétences. Il faut vraiment partir à cette recherche de capacités. Il faut adapter le matériel et les consignes. Le matériel, il faut le maîtriser, il faut jouer avec. On ne peut pas rester strictement sur la feuille de passation. Il faut absolument jouer avec notre matériel. Le temps également doit être adapté. Soit on prend le temps, soit au contraire on propose un temps plus court en lien avec la fatigabilité de la personne. Dans l'idée, on évalue la personne par rapport à elle-même. Et c'est un espace-temps qui doit être un peu à part, et il faut mettre certains aspects de la personne de côté. Par exemple, les problèmes de santé ou les problèmes de comportement qui peuvent un peu nous envahir dans le quotidien. L'idée, c'est vraiment d'essayer de les mettre un peu de côté pendant cet espace d'évaluation. Donc, par exemple, pour la situation de G, donc on a pratiqué l'évaluation dans une salle à part. Chaque exercice était proposé 3 fois afin de lui donner la possibilité d'investir chaque exercice. On a adapté donc les consignes. Donc, par exemple, pour l'épreuve de compréhension de lexicale sur image, en fait, on demande où est le chat. Et donc là, on pouvait avoir soit un pointage visuel, soit manuel, mais pas systématique. Mais si on propose l'onomatopée du chat, là, il y avait une réponse systématique. Donc pour chaque item, on a proposé et le mot et l'onomatopée afin d'avoir une meilleure représentation de ses capacités de compréhension. La dernière épreuve, c'est aussi les objets qui sont posés sur la table et on lui demande « donne-moi la voiture, donne-moi la balle, etc. » En fait, s'il y a trop d'éléments sur la table, il ne pouvait pas participer. Donc, on n'a présenté qu'un seul objet à la fois, en lui disant « donne-moi la voiture » avec les 2 mains ouvertes. Et là, on a vu qu'il était capable de prendre l'objet et de le donner. Alors après, on n'évalue plus la compréhension lexicale, mais du coup, on voit qu'il comprend la consigne contextuelle, que les indices lui permettent d'accéder à ma demande, et que du coup, il peut être dans une relation aussi gestuelle envers moi. Donc les outils, donc je vais essayer de vous présenter les outils qui existent pour l'évaluation dans le polyhandicap. Donc je vais commencer avec le test des bulles, donc il y a un test pour les orthophonistes. Donc c'est un bilan qui permet d'évaluer à la fois l'expression, la compréhension et la pragmatique du langage, donc tout ce qui a trait à la relation. Donc voici la première épreuve, donc je vais vous la faire passer. Esther, regarde. J'ai amené des jouets, je te montre. Bonjour, je m'appelle Tom. Bonjour. Et là, on peut voir, juste avec ces quelques secondes de passation, tout un tas de capacités qu'on n'avait pas forcément identifiées ou nommées dans le quotidien. Par exemple, pour la plupart, ils réagissent à la voix, ils sourient en retour de notre sourire, ils nous regardent. Il peut y avoir une poursuite visuelle de l'objet,
Ils peuvent essayer d'attraper, le prendre, et donc on peut voir s'il y a de la tension conjointe, il répond à son prénom. Mais en fait, juste avec cette épreuve, on peut formaliser des capacités relationnelles qui sont parfois vues comme anodines dans le quotidien. Donc par exemple, une conclusion pour un jeune à qui on a fait passer cette épreuve. Donc A s'est montré très présent dans la relation et dans l'envie de faire ensemble lors de ce bilan effectué au domicile. Il a cependant besoin d'être beaucoup sollicité et guidé, car il utilise essentiellement son regard. Donc c'est un jeune qui présente un syndrome de Rett. Il est également nécessaire de lui laisser le temps de faire et proposer les exercices plusieurs fois. Des jeux de manipulation simples avec guidance physique, tels que tambourin, petite voiture, tout pied actionné, pourraient lui être proposés. Il est particulièrement sensible à la communication multimodale qu'il observe avec beaucoup d'intérêt. Intonation de voix, onomatopée, gestes macatons. Il serait donc intéressant de lui proposer des histoires et jeux symboliques dans cette dynamique. Donc dans l'idée, c'est de proposer des jeux symboliques sous forme d'histoire, mais avec par exemple un loto sonore pour avoir des bruitages, les gestes macatons pour accompagner notre langage. Il utilise beaucoup le regard pour observer et se faire comprendre. Du coup, l'idée, c'est de stimuler ce pointage visuel via la commande oculaire sur tablette, en exercice dans un premier temps. Il peut également mettre ses mains en contact et bouger la tête latéralement. Il serait donc intéressant de développer ses compétences pour développer le encore en macathon, vu qu'il est déjà capable de mettre les mains en lien. L'idée, c'est d'aller stimuler ce encore, et le non par la tête, par la guidance et le retour visuel. Il faut également faire le point avec l'ergothérapeute pour l'installation sur les moments de jeu, car on a pu voir qu'il était très fatigué, que ça lui demandait de mobiliser tout son corps. Donc l'idée, c'est d'aller chercher les capacités présentes et d'aller chercher pour aller plus loin, pour les développer. L'avantage de ce bilan, c'est qu'il est complet et il nous permet de formaliser ce qu'on observe déjà dans le quotidien en termes de compétences socles de communication. Les critères sont cotés sur des capacités, la passation est rapide. Sur 20 minutes, on voit déjà beaucoup de choses avec ce public et il est vraiment adapté pour le polyhandicap, même sur des profils de handicap très complexes. L'inconvénient, c'est qu'il y a 2 petites épreuves à nuancer, mais voilà. Alors, d'autres épreuves qu'on utilise en orthophonie, donc il y a l'Evalo et le Renel. Donc, c'est des épreuves qu'on va plutôt quand même utiliser avec des jeunes qui ont un profil pluri-handicap. Le Renel, donc, qui est moins connu, c'est une épreuve d'expression et de compréhension. Nous, on l'utilise plutôt pour la compréhension verbale. Et donc, il y a une série d'items qui sont proposés de difficultés croissantes, où on va demander donc, où est la balle, où est la cuillère parmi des objets proposés. Après, il va y avoir des items de mise en relation avec de la topologie, des adjectifs. Et donc, le score nous donne directement un âge de développement. Un autre matériel qu'on utilise, c'est le Comvor. Donc le Comvor est une épreuve d'encastrement et de tri d'objets pour évaluer le niveau de représentation de la personne. Donc je vais vous faire passer la première épreuve. Donc c'est un bilan sans langage, on n'est que sur des consignes de manipulation. Après on fait ensemble, on prend la main du jeune et on accompagne. À toi. Et du coup après on lui donne le reste des items pour qu'il fasse tout seul. Et cette procédure de passation est la même durant tout le bilan, une démonstration. On fait ensemble et le jeune fait après tout seul. Donc voici un bilan qu'on a fait, une conclusion de bilan pour un jeune. Au niveau de la communication, elle est un jeune homme très présent dans la communication. Il est expressif, vocalise, est sensible aux interactions avec l'adulte, peut interpeller celui-ci pour avoir de l'aide, oriente sa main vers l'objet désiré. Considérant la recherche sensorielle importante lors de la présentation des objets et des cartes, il convient de proposer une communication par objet du quotidien. Les objets devront être indéformables, présentant des différences sur la forme, la couleur et la matière. Il est important également qu'ils soient faciles à manipuler. En effet, elle est dans une exploration sensorielle par le toucher, le bruit et une manipulation constante de tout support présenté. Les cartes ne permettant pas ce retour induisent chez elle un agacement, voire des troubles du comportement.
Pour les temps individuels ou collectifs, elle est capable d'orienter sa main pour exprimer une demande. Il serait donc intéressant de lui proposer de choisir entre plusieurs jeux. Les notions d'appariement et de tri sont trop difficiles, en plus de ces limitations praxiques. Les manipulations proposées doivent donc se présenter dans un contexte ludique, libre, en partant de ce qu'il fait déjà. Les jeux proposés peuvent avoir un intérêt, soit de mettre dedans, donc encastrement très simple sans orientation de la pièce, avec un matériel repéré et peu stimulant. Si on peut juste mettre un objet dans la boîte sans qu'il y ait une notion vraiment d'encastrement. Des manipulations fonctionnelles, comme le jeu symbolique ou faire semblant, bouteille, brosse à cheveux, exploration sensorielle, tactile, visuelle ou sonore, instruments de musique, jeux visuels, texture. Attention conjointe, regarder ensemble et commenter, par exemple avec des bulles, ou motricité fine, ouvrir, fermer, tourner. Ce qu'on a vraiment pu voir avec ce jeune, c'est la présentation du matériel qui doit être étayé. Si on lui donne le matériel, même pour la démonstration et qu'on est en proximité, comme il présente un syndrome d'Angelman avec des troubles associés, il va avoir tendance à prendre l'objet directement. Et ce qu'on a pu voir avec le Comvor, c'est qu'il y avait nécessité de se mettre à distance pour la démonstration, pour lui laisser le temps de voir, puis on tend et on fait ensemble, pour qu'il puisse avoir vraiment ces deux étapes et qu'il prenne les informations. Puis après, on le laisse faire lui-même, toucher, faire du bruit. Au vu de ses particularités sensorielles et de représentation de son corps dans l'espace, il a besoin de tout toucher, être en contact, faire du bruit, les bras sont parfois en élévation. Un travail conjoint avec les psychomotriciens est indispensable. L'avantage du Comvor, c'est qu'il permet une bonne représentation des capacités de manipulation du jeune. La passation est claire à chaque fois. Une démonstration, on fait ensemble, puis il fait seul, quasiment à chaque fois. Et cette répétition de cette procédure nous donne des informations sur les indices que dont les jeunes vont se servir pour faire. On a aussi du coup une mise en situation qui peut être adaptée. L'idée, c'est de faire une passation à 2 professionnels, neuropsy ou ortho avec éducateur, pour être dans un travail de co-construction, à la fois sur l'étape d'observation, mais pour l'après. Ça ne nous empêche pas d'être dans une observation clinique, même si on est sur un bilan qui est très étayé. Et donc c'est un très bon support, c'est très confortable pour construire le plan de travail à la table. L'inconvénient, c'est qu'il ne permet pas il ne répond pas à l'objectif de départ dans le polyhandicap, puisque c'est du matériel neutre, et donc du tri de peigne ou de brosse à dents, ça ne permet pas de dire s'il a accès à l'image, puisque c'est des items qui ne l'intéressent pas forcément. Ça reste une passation artificielle et longue. Dans le polyhandicap, on est plutôt sur 5 sessions de 20 minutes qu'une seule de 45 minutes. Et elle reste limitée pour certains profils dont les jeunes ont un handicap moteur complexe, puisque la première épreuve, c'est déjà l'encastrement d'une balle. Autre bilan qu'on peut utiliser donc, dans le polyhandicap, c'est le PEP3. Donc, le PEP3 est une évaluation assez complète, qui évalue 5 domaines, la cognition, le langage, la motricité fine, la motricité globale et l'imitation. Je vais vous faire passer la première épreuve. Regarde, on va faire des bulles. Donc là, on regarde ce qu'il en fait. Tu fais des bulles. Bon, voilà, non, on est censé en attraper une. Et après, on regarde s'il y a un suivi du regard. Donc c'est pareil, juste avec ces quelques minutes de passation, on peut voir s'il a envie d'ouvrir le couvercle et s'il y arrive, s'il arrive à faire des bulles, s'il suit le mouvement des yeux des bulles et notamment s'il traverse la ligne médiane, et il arrive à maintenir son attention sur l'activité. Et donc, en fait, à chaque fois, on va coter 2 points si c'est en réussite, 1 point si on est en émergence, et 0 si le comportement n'est pas fait. Donc, voici la conclusion d'une jeune pour laquelle on a fait passer le PEP3. Donc, elle s'est montrée attentive à son environnement et au matériel proposé. Elle regarde les jeux, les gestes de l'adulte. Elle porte également attention aux sons produits, instruments de musique, chansons, et se montre notamment sensible à l'imitation de ses propres sons. Il est donc intéressant de proposer à elle des jeux plurisensoriels, jeux sonores, lumineux,
notamment dans un contexte d'interaction avec l'adulte. En effet, elle montre du plaisir et de l'intérêt dans la relation à l'autre, ce qui ne paraissait pas si évident en fait dans son quotidien. Elle observe les gestes et manipulations de l'adulte, se saisit des objets proposés et les transfère d'une main à l'autre. On peut ainsi jouer avec elle en proposant d'enlever les objets des supports variés, tiges, abacs, petites ou de grandes boîtes, avec des ouvertures de taille et avec des versants différents, sur le côté, sur le dessus, derrière. Comme elle présente de bonnes capacités d'observation, on peut lui montrer comment utiliser les jeux, tels que transvasement, toboggan à balles, tour de cube, mais juste en démonstration. C'est déjà un espace de stimulation en soi, de manipuler devant le jeune. Elle exprime clairement son accord ou son refus de participer. Afin de développer ses compétences en communication dans son quotidien, il est important de verbaliser, de prendre en considération ses manifestations. Elle s'appuie sur la répétition, notamment pour comprendre son environnement. Il est donc important de proposer des rituels clairs, tels que les objets de communication pour les transitions du quotidien. Donc l'idée, c'est de présenter à chaque fois l'objet de l'activité qui va se passer après. Et des gestes Makaton associés au temps de la journée. Bonjour, travailler, manger, fini. Le PEP3 a pour avantage d'être une évaluation très complète et nous donne un profil vraiment de compétences de la personne. La cotation est extrêmement confortable, ça met en avant des réussites, et les émergences, vraiment, c'est ce qu'on va aller chercher à travailler, c'est ce qui a été évoqué hier dans la zone proximale. L'échec n'a pas d'intérêt, les items échoués n'ont pas d'intérêt dans la passation. C'est une passation qu'on fait passer donc à 2 professionnels pour, dans la même dynamique, co-construire l'après, et donc un bon support pour construire le support de travail. L'inconvénient, c'est qu'il faut quand même sélectionner certaines épreuves. Il y en a qui sont trop difficiles, notamment les items de motricité globale sont assez compliqués, et il faut quand même faire une passation en plusieurs fois, on ne peut pas faire en une fois. Un autre matériel qui existe, donc, alors je ne l'ai jamais utilisé, celui-ci, c'est l'EFI, donc évaluation des compétences fonctionnelles pour l'intervention, où c'est sur la même dynamique que le PEP3, donc avec des présentations d'items avec une cotation réussite, émergence et échec, mais sur des activités du coup en lien avec pour les adolescents et les adultes, sur le quotidien, sur le loisir, sur les tâches ménagères ou de bureau. Alors, les bilans de mise en situation ont pour avantage de proposer une nouvelle situation. Et en lien donc justement avec ce public dans lequel on entretient un peu toujours dans ce même quotidien, ça nous permet d'avoir des bonnes surprises, des capacités qu'on n'avait pas soupçonnées, qu'on n'avait pas vues, puisqu'on n'avait pas confronté la personne à ce type d'épreuve. La chronologie est claire, on suit les bilans, et comme c'est filmé, on a un support d'échange, un média qui est intéressant avec les équipes et avec les familles pour co-construire et échanger autour des capacités du jeune. Alors pour la plupart des épreuves, donc, sauf le Comvor, on est sur du jeu semi-induit. Donc on ne met pas directement la personne en échec, on présente du matériel et on observe, on propose, elle dispose, on voit ce qu'elle en fait. Ça ne nous empêche pas de garder une observation clinique et de tenir compte de notre intuition lors de ces passations de bilan. L'inconvénient, c'est qu'il reste artificiel et qu'il s'appuie sur un modèle développemental, c'est-à-dire qu'il ne tienne pas compte de l'expérience de vie de la personne. Donc on va avoir des capacités, mais une personne qui a 15 ans a une expérience de vie qu'on ne va pas pouvoir observer dans ses bilans. Une petite anecdote, un jeune dont j'ai fait passer le bilan récemment, la semaine d'après, je fais le groupe oralité avec sa maman qui vient, et pendant le groupe, on regarde des photographies avec des mises en situation sociale. Donc il y avait une petite fille qui pleurait, l'idée c'était qu'il imite la mimique du pleur, la tristesse. La maman fait semblant pour inciter son enfant à imiter, et donc elle fait semblant d'être triste, et son enfant la prend dans les bras. Et ça, j'avais pas de bilan pour le montrer. Donc ce qui nous manque, c'est vraiment des bilans pour évaluer donc, ces compétences sociales et affectives. Le raisonnement aussi, on n'a pas de bilan pour vraiment évaluer les capacités de raisonnement, de flexibilité de la personne et les fonctions exécutives qui sont très à défaut aussi dans le polyhandicap, qui peuvent empêcher tout ce qui est anticipation, planification n'est pas évalué. Et des bilans pour les personnes qui présentent vraiment des handicaps moteurs complexes pour évaluer leurs compétences cognitives aussi. Donc voilà, je lance un appel s'il y a des financeurs, des chercheurs qui sont intéressés, on est intéressés par le matériel. Important dans l'évaluation, c'est la temporalité.
Il y a 3 temps nécessaires dans l'évaluation. Il y a l'évaluation du jeune au niveau pluridisciplinaire, mais il y a aussi les étapes de mise en commun au niveau de l'équipe et de la famille. Et après, il y a l'étape d'évaluation de nos supports. Donc l'évaluation du jeune en bilan pluridisciplinaire. Il est important que toutes les personnes qui interviennent, qui sont susceptibles d'intervenir auprès de la personne, prennent le temps d'observer la personne, que ce soit sur l'observation clinique, de la grille d'évaluation, du bilan, peu importe. Mais dans le polyhandicap, comme toutes les sphères sont touchées, on va avoir besoin de tous les professionnels qui donnent leur avis par rapport à l'accompagnement de la personne. On est sur de l'hyper-individualité, dans l'hyper-adaptation. Donc il faut vraiment que tout le monde participe à ce temps d'observation et de bilan. Donc voilà, je vous ai énuméré quelques domaines. La deuxième grande étape sur l'évaluation, c'est la mise en commun. Si on s'arrête à l'évaluation du jeune, qu'on rédige notre bilan et qu'on le range dans un dossier, ça n'a aucun intérêt. La mise en commun est une étape aussi importante que l'évaluation en elle-même. Cette étape est nécessaire donc, pour construire l'après. Donc on va ensemble, du coup, formuler ce qu'on a vu en termes de capacité et de besoins pour construire donc, les objectifs individualisés. Ce temps est porté par l'institution. C'est elle qui doit favoriser ce temps d'échange en équipe. Quand je dis équipe, c'est professionnel et famille. Pour ensuite donc, construire ensemble l'adaptation et la stimulation. Voici différentes situations. Donc, par exemple, pour le petit M, les capacités qu'on avait observées en bilan n'avaient pas été identifiées par les parents. Ils étaient assez étonnés qu'on ait pu identifier en fait, les capacités en lien avec le test des bulles notamment. Les besoins, par exemple, pour elle, n'étaient pas les mêmes. La famille avait des besoins pour qu'elle puisse exprimer la douleur. Nous, on avait plutôt identifié des besoins sur la communication de manière globale. Donc, c'est après comment on se met en lien et on s'ajuste pour aller dans la même direction. Pour l'adaptation, par exemple, pour un autre petit garçon, donc elle également, on avait évoqué le fait de mettre en place des classeurs de communication. La famille a dit, mais en fait, nous, c'est pas du tout fonctionnel au quotidien. Si on a un classeur, si on lui laisse à disposition, il va jouer avec, il va l'abîmer. Si on l'enlève, nous, on va pas penser à le sortir. Et du coup, ils étaient plutôt d'accord pour mettre en place un petit album parlant avec les personnes. Donc, on enregistre des messages quand on appuie, il entend du coup les noms de la famille. Et plutôt sur des porte-clés de communication. Ils trouvaient ça plus fonctionnel dans leur quotidien. Et après, donc, la stimulation, donc, par exemple les protocoles de travail à la table, donc, sur les espaces d'apprentissage, co-construits du coup en équipe. Donc, voici des exemples de protocoles qu'on co-construit en équipe. Ils peuvent autant être très dirigés ou très libres. L'idée, c'est d'avoir des propositions de matériel adapté. On essaye de visualiser un peu la structure avec le rituel de début, le rituel de fin. Éventuellement des renforçateurs s'il y a besoin. Il y a également la co-construction sur les supports de communication qui peuvent être très dirigés ou alors plutôt libres. Donc là, c'est un support qui est libre pour que justement la psychomotricienne puisse y mettre les jeux qu'elle a envie de proposer ce jour-là aux jeunes. 3 aspects extrêmement importants qui ont été évoqués hier par Madame Crunel au niveau du bilan. C'est qu'il faut, à l'issue de ces bilans pluridisciplinaires, avoir défini l'installation nécessaire pour le jeune, pour qu'on puisse avoir sa disponibilité. Si on a de l'inconfort ou de la douleur, la personne ne sera pas disponible pour apprendre, tant en termes d'assises que de bureau, et en termes de l'installation, c'est également le temps. Est-ce qu'on a un temps de passation qui est défini? Est-ce qu'on a plutôt un temps qui est long? Les supports auditifs et visuels également, il faut qu'ils soient définis. Donc pour l'installation, c'est vraiment le travail pluri avec ergo, kiné, psychomote. Donc pour les supports visuels et auditifs, il faut qu'ils soient définis pour que la personne ait accès. Si on lui présente du matériel qu'elle ne voit pas, on n'arrivera à rien, évidemment. Donc il faut que l'accès soit favorisé. Donc soit on part sur un objet, soit on part sur des supports visuels. Le bilan orthoptique doit être proposé systématiquement quand il y a une mise en place d'outils de communication. Là, nous, on a des jeunes pour lesquels on avait proposé plutôt des objets parce qu'on voyait qu'il n'y avait pas trop de réponses sur les images. L'orthoptiste les a vus et en fait, juste d'adapter le fond noir, fond de couleur, délimité, présentation horizontale, verticale dans un champ visuel plutôt qu'un autre, et bien en fait, on voit que le jeune adhère à l'image juste parce qu'on a adapté à ses capacités visuelles.
Est-ce qu'on présente une image, plusieurs images sur support numérique, support papier? Est-ce qu'on construit l'individualisé ou est-ce qu'on peut, dans le polyhandicap, c'est quasi systématique, mais on peut aller sur vraiment, donc, notamment avec MindExpress, sur de l'hyper-individualisé au niveau des supports. Et il faut également construire le support en lien avec la motivation. Si la personne n'a pas envie d'apprendre, évidemment, elle ne va pas chercher à apprendre. Donc il faut utiliser les supports qu'elle apprécie, dessins animés, musique, savoir si le cadre relationnel, les félicitations. Voilà, il faut que tout ça, on l'ait vraiment balisé avant de construire notre espace d'apprentissage. Le troisième temps dans l'évaluation, c'est l'évaluation de nos supports. Il faut que une fois qu'on a défini ce qu'on voulait mettre en place, il faut qu'on aille, nous, les observer en situation écologique pour voir s'il y a un transfert, qu'il soit travaillé en situation d'apprentissage dans un cadre attentionnel optimal, avec une fréquence importante. Si on le présente une fois par mois, on ne va pas pouvoir dire qu'il n'y a pas accès. La fréquence va permettre l'anticipation dans ce qui va se passer. Les modalités doivent être confortables et toujours en travail pluridisciplinaire. Exemple du coup d'une jeune femme, donc M, pour qui on a mis en place l'utilisation de tablettes pour développer les capacités cognitives et éventuellement la CAA. Donc on a proposé ça sur l'unité de vie, donc pour être en situation écologique, mais dans un espace quand même qui restait individuel pour avoir une attention complète. Sur la fréquence, on était à 3 fois par semaine pendant 2 mois. Et en fait, assez rapidement, on a besoin de quelques semaines et parfois juste quelques séances, on observe déjà des progrès, puisqu'on est sur un effet de fréquence qui nous permet de mettre le jeune en situation où il est confortable, il est sécure, il sait ce qui va se passer, donc en fait, on va pouvoir aller sur de l'apprentissage. Au niveau des modalités, elles doivent être confortables. Donc dans la situation de M, on avait 2 types d'exercices différents. Un pour le cognitif, donc on utilisait l'application Mita, où donc elle prenait notre main pour faire les appariements de cibles. Donc là, on est sur une tâche cognitive. Et la tâche de motricité, donc là, on était sur MindExpress, où on mettait qu'une cible à la fois, où là, elle était autonome pour travailler son pointage manuel. Mais on avait vraiment dissocié ces 2 modalités pour ne pas la mettre en difficulté. Et donc, regard croisé, donc partenariat. Donc après, on a montré ce qui se passait en séance aux parents, aux médecins et à l'éducateur. Par rapport à l'évaluation des supports, en fait, à partir du moment où le jeune participe à nos supports, que ce soit l'espace de travail en soi ou un outil de CAA, il valide le support qu'on avait proposé, il valide notre évaluation. Et il faut évidemment renouveler cette évaluation puisque le jeune évolue. Et, toujours très important, la notion de fréquence. Il faut impérativement proposer à haute fréquence ce qu'on propose, sinon on ne peut pas dire qu'il n'est pas capable de le faire. Donc par exemple, la situation de C, donc on avait mis en place donc on avait fait passer un Comvor initial, il y avait eu du travail à la table mis en place, et du coup moi en séance je travaillais avec des tablettes, donc une tablette de communication donc avec 4 items avec l'application Let Me Talk, et une tablette avec Mita pour l'appariement de cible. Et en fait, bon, en séance, il ne se passait pas grand-chose. Du coup, je suis allée chercher son cahier de vie. Et donc là, j'ai vu qu'avec la tablette de communication, à partir du moment où on est parti de son cahier de vie, elle a commencé à vraiment participer. Donc au début, elle était sur ses intérêts restreints, à montrer moi musique guitare, moi jouer. Et petit à petit, à force de séance, elle a commencé à ouvrir son champ d'intérêt, parce qu'elle a vu qu'elle pouvait me le partager. Et donc elle a commencé à me montrer la balnéo, pour me dire moi froid. Elle a tourné les pages pour me montrer les jeux extérieurs, ou les clowns, enfin voilà. Et donc elle a été diversifiée en fait, et je devais du coup co-construire sur la tablette le contenu, parce qu'en fait elle me dépassait un peu. Et au niveau du travail cognitif, donc j'ai essayé d'utiliser l'application Mita pour l'appariement de cible. Alors elle en avait mais absolument rien à faire. Et du coup, on est parti sur MindExpress et on a fait de l'appariement de cible avec une guitare. Et du coup, elle a montré qu'elle était capable d'apparier 2 cibles identiques si c'était sur un support qui l'intéressait. Du coup, on avait fait un Comvor initial.
Donc voilà, fréquence, donc pareil, 3 fois par semaine pendant 2 mois. Et donc après, on a refait un Comfort d'évolution, donc 2 ans après. 2 ans, c'est une temporalité qui est plutôt correcte dans le polyhandicap, parce que comme c'est assez long, tous les ans, c'est assez chronophage, donc on est plutôt sur une temporalité de 2 ans, même si les PP ont lieu tous les ans. Et au Comfort d'évolution, en fait, il n'y avait aucune différence sur les scores quantitatifs. Mais par contre, ce qu'on a vu, c'est qu'elle avait sa posture qui avait changé. Elle qui était plutôt avachie au Comfort initial, presque à s'allonger sous la table, elle avait une bonne assise, elle était tonique, elle était dans le plaisir, dans le sourire de faire, et le temps d'exécution était, je pense, divisé par 10, parce que le Comfort initial avait été extrêmement long, il fallait vraiment la solliciter pour faire, alors que là, elle était dans le plaisir, et elle participait activement à tous les exercices. Et autre chose qu'on avait vu, c'est le transfert. C'est-à-dire qu'en travaillant à la table, ils avaient proposé donc, des boîtes pièges comme ça, mais à visser avec une petite voiture dedans. Et au moment du Comfort, quand on lui a présenté le dentifrice, elle a ouvert elle-même le dentifrice, alors qu'il ne l'avait jamais fait dans le quotidien. Et donc c'est elle-même qui a transféré ce qu'elle avait travaillé sur l'espace d'apprentissage. Donc en conclusion, que pouvons-nous évaluer? Voilà, on va avoir besoin d'outils pour étayer notre évaluation, pour nous guider, sinon c'est vraiment trop dispersé. Pourquoi? Donc c'est pour construire les adaptations et les stimulations en fonction des capacités et besoins. Qui? Donc tout le monde. Comment? L'idéal, donc c'est les observations cliniques, les questionnaires et les mises en situation, mais bon voilà, après on fait ce qu'on peut. Donc au niveau des perspectives, donc Madame Petit-Pierre en a parlé hier, donc il y a un manuel qui devrait sortir cette année, une traduction, donc En route pour apprendre. Donc voilà, on attend un peu avec impatience ce support. Voilà, merci à vous pour votre écoute, merci au groupe GPF et merci aux collègues du CME, Madame Portella et Madame Gall. Merci Madame Guénaud pour cette présentation très didactique. Vous nous rappelez l'importance des bilans, on disait comme ça à mon époque, des évaluations. C'est vrai que quand on est rééducateur, les évaluations, c'est quelque chose qui revient régulièrement, des fois qui est un peu rébarbatif parce que c'est un temps formalisé, il faut remplir des grilles. Mais vous nous rappelez l'importance effectivement d'aller objectiver des compétences qui sont, j'allais dire parfois, plutôt toujours méconnues, et si on ne va pas les gratter, on se rend compte en fait que ces enfants-là et ces adultes ont des compétences qu'on ne soupçonne pas comme ça de prime abord. Je pense à l'intervention de Madame Crunel hier, dans laquelle un adulte avait acquis le oui sans que personne ne s'en rende compte, et c'est tout simplement des stagiaires qui ont pris le temps d'aller voir que cette personne avait ses compétences. Donc il est important effectivement d'objectiver ces compétences qui ne sont pas forcément visibles au premier coup d'œil. On a le temps de prendre une question. Alors c'est toujours la première qui est dure, donc j'en ai préparé une. Mais s'il y en a, je vous laisse le micro, bien sûr. Alors vous y avez en partie répondu, en disant qu'il fallait partager les résultats, qu'il fallait une mise en commun. J'aimerais que vous précisiez un petit peu sous quelle forme ça se fait. Alors est-ce que c'est un compte rendu, est-ce que ça se fait en synthèse, ou est-ce que ces résultats donnent lieu à des séances communes, par exemple, orthophoniste, psychomote, ergo, je ne sais pas. Est-ce que en clair, comment, de façon concrète, l'équipe se saisit des résultats que vous mettez en valeur après vos observations? Du coup, il va y avoir les deux. On va avoir ce temps, donc on va rédiger un écrit qu'on va partager donc en équipe pluridisciplinaire ou en consultation avec le médecin, donc pour faire donc, le retour à l'équipe et à la famille. Et l'idée après, c'est donc de prendre des temps de construction en pluridisciplinaire, mais également de vivre ces temps en commun. Ça peut être soit des séances en binôme avec des professionnels du quotidien, mais également avec des familles. Par exemple, une temporalité idéale, c'est sur l'évaluation des supports, c'est de voir les familles tous les 15 jours pour réajuster notre pratique et de faire les séances de manière quasi systématique avec les professionnels. Ok, oui, je crois que c'est important effectivement que l'équipe se saisisse de ces résultats. Une question? Monsieur Laurin, je viens à vous. Merci. Oui, en fait, c'est une question, mais qui en comporte plusieurs sous-questions. Les méthodes d'évaluation que vous avez présentées s'appliquent pour des personnes de quel âge, entre quel âge et quel âge, disons?
Les plus jeunes qu'on accueille ont 2 ans. Et après, les jeunes les plus âgés ont 25 ans, donc on les fait passer avec tous. Après, moi, je ne travaille pas dans le secteur adulte, mais ils seront clairement transférables sur le secteur adulte. Voilà, c'était un petit peu ça ma deuxième question, c'est peut-on les transférer Oui. pour les adultes? Oui, il n'y a pas de contre-indication, enfin, je ne vois pas lesquelles on pourrait avoir. D'accord. Et est-ce que vous faites de nouvelles évaluations de personnes que vous avez déjà évaluées Oui. de manière à voir Oui. l'évolution et la progression? C'est primordial. Alors, pour le coup, moi, je les fais tous les 2 ans. Parce que vraiment, Voilà, donc là, tous quelle les ans, périodicité? Voilà, oui, c'était c'est ma important. question. Ouais. D'accord, merci, je vous remercie beaucoup. Merci. Evelyne. Oui, Evelyne Combalusi, ces informations, documentation, ressources, c'était plutôt une précision par rapport à la question de Monsieur Laurin. En tout cas, en ce qui concerne le CP, évaluation cognition polyhandicap, que ces informations diffusent, il s'adresse à la fois aux jeunes et aux adultes polyhandicapés, puisque c'était le travail engagé par Régine Selle, justement d'élargir le premier outil qui ne s'adressait qu'aux enfants, de l'élargir à l'adulte, puisque c'était une demande forte des professionnels. Je profite de voir le micro à côté. Alors j'ai une question concernant, quand vous avez abordé le Comvor, sur l'exemple de la jeune qui était en passation, vous avez dit qu'elle était, j'ai entendu une petite phrase, pour évaluer si elle était à l'image ou quelque chose comme ça. Oui, le niveau de représentation. Sur les niveaux de représentation. Et alors je voulais avoir votre avis sur cette idée de la hiérarchisation de la communication sur photo, picto, image, objet, que plusieurs associations, notamment Isaac francophone, disent qu'elle est fausse, quoi, et que c'est vrai que certaines interprétations des tests de Comvor dans les établissements, alors certainement faussement interprétées, ont laissé croire pendant de nombreuses années qu'il y avait une hiérarchie de compréhension des supports de communication, en cela qu'un jeune comprenait d'abord une communication objet, puis photo, puis pictogramme. Et je voulais vous donner la parole pour que vous éclaircissiez ou enlever toutes les ambiguïtés sur ce sujet. Merci. En fait, déjà, dans le développement tout venant, un bébé va avoir accès, même sur des pictogrammes en noir et blanc, de sourire ou de tristesse, il va y avoir accès dès les premières semaines de vie. Du coup, il n'aura pas forcément eu le temps d'intégrer toutes les représentations des objets du quotidien, qu'il aura déjà accès aux représentations symboliques des émotions en noir et blanc. Donc déjà, ça casse un peu cette hiérarchie. Mais en plus, dans le polyhandicap, on ne peut clairement pas réfléchir sur une dynamique développementale, entre guillemets, systématique, puisque en fait, ils ont tellement de troubles associés que parfois l'objet va au contraire mettre le jeune en difficulté, soit parce qu'il y a une hypersensibilité tactile, et donc ça va lui créer un inconfort, soit parce qu'en termes de prise d'information, le support visuel va être plus intéressant. Donc, l'idée, c'est de partir lui où il en est, lui, en fait, dans son développement. Et le Comvor permet pas, pour le coup, pour d'autres publics, je ne me prononcerai pas, mais pour le polyhandicap, il permet pas du tout, il répond pas du tout à cette question, puisqu'en fait, on fait trier des brosses à dents, des dentifrices, on associe le peigne avec la photo du peigne. Il y a plein de jeunes dans le polyhandicap, ils ne vont pas savoir le faire, alors que si on leur présente le picto-balnéo toutes les semaines, en fait, assez rapidement, ils comprennent qu'ils vont en balnéo. Et en fait, c'est plutôt sur ces notions d'habituation et d'adaptation du support qui est adapté qui va être importante et pas ce que le test va nous en dire. Pour le coup, le Comvor, il faut un peu le détourner de sa fonction initiale plutôt pour aller chercher sur les capacités de manipulation, mais pas pour la représentation. Et il y a un jeune comme ça où on sortait de formation et du coup, on l'a utilisé dans ce sens-là. Et du coup, ça a été un peu compliqué, puisqu'on a dit, non, mais en fait, il ne comprend déjà pas à quoi sert une brosse à dents, parce qu'il est plutôt en stimulation sensorielle avec. Et parce qu'en fait, on est dans un contexte qui n'a pas de sens. Alors que quand il est dans la salle de bain pour se brosser les dents, il comprend que c'est pour se brosser les dents. Là, sur un temps de passation, ça n'a pas de sens. Alors que du coup, si on lui présente des pictogrammes adaptés visuellement à ses capacités à lui, il y avait accès. Et donc, en fait, là, on avait une mauvaise interprétation. Parce que le bilan, il ne faut vraiment pas le prendre au sens strict pour ce public-là, en tout cas.
Bien, ben, un grand merci encore. Merci. Et puis ben, vous restez avec nous.